Elle n'est pas ma fille. Ma mère a prononcé ces mots de la même manière que l'on prononcerait le nom d'un étranger, lors de funérailles auxquelles on ne voulait pas assister. Froidement, et de manière définitive. Elle se tenait debout sur une estrade, devant 37 invités, tous assis à des tables recouvertes de nappes en lin blanc, et éclairées par un lustre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Elle a donné un coup de menton en direction de Talia, a levé sa flûte de champagne, et a porté un toast à « la seule fille qui ait jamais fait la fierté de cette famille ». La salle a explosé. Les verres se sont levés. Des applaudissements. Des rires. Pas une seule personne dans cette foule n'a prononcé mon nom. Pas une seule paire d'yeux ne s'est tournée vers le coin où j'étais assise. Je suis restée silencieuse. Mon rythme cardiaque était verrouillé à 60 battements par minute. Puis, les doubles portes en chaîne ont volé en éclats. Un opérateur des forces spéciales navales a fait irruption. Il portait son uniforme tactique, il était trempé de sueur, et l'odeur âcre du centre d'opération émanait de lui. Il a balayé la pièce du regard, s'est figé sur moi, a plaqué sa main contre sa radio tactique, et a hurlé assez fort pour briser chaque mensonge présent dans ce bâtiment. Ce sont eux. Passez-moi le commandement, tout de suite. Mais avant de vous montrer pourquoi un opérateur d'élite a tout laissé tomber pour prendre d'assaut une soirée civile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner. Cela représente beaucoup pour moi, et m'aide à raconter d'autres histoires comme celle-ci. Croyez-moi, la façon dont ils finissent par payer est une chose que vous ne voudrez pas manquer. Je n'ai pas cligné des yeux quand les applaudissements ont commencé. Mon dos était plaqué contre le mur en pierre, mes deux mains reposaient le long de mon corps, alignées sur les coutures de mon pantalon, les doigts bien droits. 37 invités ont levé leur verre vers Talia. Ma mère, elle, parcourait la salle comme un directeur de campagne un soir d'élection, elle touchait les épaules, acceptait les éloges, et ramenait inlassablement chaque conversation sur le génie de sa plus jeune fille. Un serveur, portant un plateau de champagne, est passé devant mon coin sans m'offrir de verre. Soit il ne m'avait pas vu, soit on lui avait dit de m'ignorer. Mon père était assis à la table d'honneur, et pas une seule fois il n'a tourné la tête dans ma direction. Il a coupé son steak, a mâché, a avalé, puis il a rempli le verre de vin de Luc, avant le sien. J'ai compté chaque personne dans cette pièce qui avait un jour accepté mon argent, dormi sous un toit que j'avais payé, ou mangé un repas financé par un déploiement de combat dont ils ignoraient l'existence. Le chiffre s'élevait à 14. 14 personnes dans cette pièce me devaient une part de leur confort, et pas une seule d'entre elles ne reconnaissait que je respirais le même air qu'eux. Mon regard est passé en mode d'analyse de cible. De manière froide et clinique, j'ai disséqué chaque faux sourire dans cette pièce trop éclairée. Talia était assise au centre de la table d'honneur. Sa posture était répétée, son sourire minutieusement calibré pour les invités. Elle se penchait vers Marcus, mon beau-frère. Ce commandant de la marine fraîchement promu arborait des états de service brillants comme du chrome poli, tout simplement parce qu'il n'avait jamais mis les pieds sur un champ de bataille, là où les munitions sont réelles, et où le sang sur le sol l'est tout autant. Son uniforme de cérémonie était repassé à la perfection, chaque pli formait une ligne droite, et ses rubans de service étaient alignés en rangées impeccables sous la lumière du lustre. Cela formait un contraste ridicule avec les cicatrices mutilées, cachées sous mon chemisier civil, qui était tendu sur mes côtes. Des cicatrices que j'avais récoltées dans des endroits dont son habilitation de sécurité n'était même pas assez élevée pour connaître l'existence. À l'autre bout de la pièce se trouvait Luc, mon jeune frère. Ce policier local, qui possédait à la fois la plus grande gueule et la colonne vertébrale la plus faible de la famille, gloussait dans sa bière. Il a donné un coup de coude à son pote, et a fait un signe de menton dans ma direction. Il affichait l'autorité suffisante d'un homme persuadé que son insigne lui donnait le droit de juger la femme qui avait pourtant sauvé sa carrière du caniveau. Ils pensaient tous que j'étais au chômage. Un fardeau pour le chéquier familial. Une ratée de 33 ans, assise dans une pièce sombre à fixer un ordinateur portable, pendant que le reste d'entre eux bâtissait des empires. Aucun d'eux ne savait que, 72 heures plus tôt, j'avais identifié et aidé à neutraliser une menace pour la sécurité nationale. Une menace qui aurait mis ce pays à la une de tous les journaux de la planète. Mon silence n'était pas un aveu de défaite. C'était le calcul chirurgical d'un officier de renseignement, en plein mode opérationnel. J'ai analysé ma mère de la même manière que je déconstruis un réseau informatique compromis. Elle n'était qu'une marionnette, dont les fils étaient tirés par un prestige purement superficiel. Elle classait ses enfants selon les titres imprimés sur leur carte de visite, et selon les photos qu'elle pouvait publier en ligne.
mes mois entiers enfermés dans des installations de communication cryptées, ou mes vacances passées dans des bunkers souterrains à examiner des flux satellites, ces réalités avaient fait de moi une source d'embarras à ses yeux. Un jour, elle s'était tenue sur le pas de la porte de la cuisine et m'avait hurlé au visage. Elle exigeait que je trouve un vrai travail, et que j'arrête de manger sa nourriture comme un parasite. J'étais resté assise là, à tout encaisser, parce que le contrat classifié que j'avais signé prévoyait une peine de prison à vie obligatoire dans un pénitencier fédéral, si jamais je laissais échapper la moindre coordonnée opérationnelle de ma bouche. Je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais rien expliquer. Et ils avaient pris ce silence forcé, pour le transformer en la preuve irréfutable que j'étais exactement ce dont ils m'accusaient. Ils me pendaient avec la corde que j'avais moi-même tissée avec mes propres sacrifices. Puis, les portes en chaîne ont explosé. Elles ne se sont pas ouvertes, elles ont été détruites. Une force, qui n'avait rien à voir avec la vie civile, les a arrachées de leurs gonds, et les a claquées à plat contre les murs en plâtre. Le lieutenant s'est engouffré dans la brèche, dans un sprint effréné. Ses bottes tactiques martelaient le parquet, et chaque pas résonnait comme un coup de feu. Il sortait tout droit du centre d'opération de la base. La morsure vive et froide de l'ozone et de l'adrénaline a transpercé le brouillard de luxe de la soirée, et a saisi la pièce à la gorge. Toute sa carrure de 100 kilos vibrait sous une pression tactique. C'était un état que je ne lui avais jamais vu, en près d'une décennie d'opérations communes. Il a balayé la foule du regard, à la manière d'un prédateur scrutant un troupeau. Il a ignoré les femmes qui criaient, les hommes qui trébuchaient à reculons sur les chaises, et l'indignation balbutiante de ma mère, jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Au moment même où le contact visuel a été établi, sa main s'est abattue violemment sur l'unité radio, attachée à sa poitrine. Sa voix a déchiré le silence, à un volume conçu pour un champ de bataille, et non pour un dîner mondain. Ce sont eux. Passez-moi le commandement, tout de suite. Pour comprendre comment un officier de renseignement des opérations spéciales s'est retrouvé au centre d'une urgence militaire, en plein milieu d'un cocktail civil, je dois vous ramener en arrière, à travers des années de naufrage. Retour à la nuit où le vrai visage de Luc s'est révélé. C'était un samedi d'un calme plat. Mon téléphone a vibré contre le cadre métallique de mon lit de camp, à 3 heures du matin. À l'autre bout du fil, il y avait mon petit frère. 95 kilos de muscles forgés à la salle de sport, policier de patrouille portant fièrement l'insigne. Le fils préféré de la famille sanglotait si fort, que les mots parvenaient à peine à franchir ses lèvres. Il avait été arrêté dans un état où il n'était pas censé se trouver. Conduite en état d'ivresse. Un taux d'alcoolémie atteignant près du triple de la limite légale. Il avait encastré son véhicule personnel dans un séparateur en béton sur l'autoroute, à 100 km/h, et s'en était sorti indemne, uniquement grâce à une chance insolente. Le rapport d'arrestation était déjà dans le système. S'il y restait, son insigne lui serait retiré de façon permanente, et sa pension s'envolerait. Son nom serait inscrit dans la base de données nationale des fautes professionnelles des forces de l'ordre, à la vue de tout futur employeur. Et si ma mère découvrait que son garçon en or avait bu à s'en rendre aveugle au volant, le portrait immaculé de la famille Lawson, qu'elle avait passé des décennies à construire, se fissurerait en plein milieu. Luc n'a pas appelé pour s'excuser. Il a appelé pour supplier. Il a appelé parce que j'étais la seule personne sur cette planète, possédant les relations et les ressources nécessaires, pour lui donner une chance de s'en sortir avant le lever du soleil. Lorsque ce téléphone a vibré sur mon lit, j'étais allongé dans la salle de réveil d'une base d'opération classifiée. Le médecin militaire venait tout juste de recoudre mon avant-bras gauche. Il avait posé 3 sutures grossières, dans des conditions de terrain, et sans anesthésie, à la suite d'une embuscade. Une attaque survenue à 2 km à l'extérieur du périmètre, qui avait décimé notre convoi 6 heures plus tôt. L'antiseptique avait à peine séché. Je n'ai pas gaspillé un seul souffle pour me plaindre. J'ai tendu mon bras droit en travers de mon corps, j'ai sorti le téléphone personnel que chaque opérateur garde glissé dans son équipement, et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai vidé mon compte d'épargne. J'ai transféré chaque centime de mes primes de risque, issues de mon dernier déploiement de combat, de l'argent payé en échange du risque spécifique de mourir, afin de couvrir la caution d'urgence de Luc. Ensuite, j'ai fait une chose qui allait me hanter. J'ai demandé une faveur personnelle à un officier du JAG avec qui j'avais servi à l'étranger. Quelqu'un qui connaissait un avocat de la défense dans le comté où Luc avait été arrêté. À nous 3, en travaillant jusqu'au petit matin, nous avons réussi à inscrire Luc dans un programme accéléré de déjudiciarisation,
avant même que les accusations ne soient formellement déposées. L'arrestation est restée dans le système, mais la condamnation ne s'est jamais concrétisée, et son département de police n'a jamais été informé. Si quelqu'un de ma chaîne de commandement avait découvert que j'avais utilisé des contacts militaires pour une affaire juridique personnelle, cela aurait signifié, au minimum, une réprimande formelle. Une tache noire qui m'aurait suivi pour le reste de ma carrière. J'ai nettoyé le pire de l'échec de Luc de son dossier, avant même que ma mère n'ait terminé sa première tasse de café le lendemain matin. 3 jours plus tard, j'étais coincé dans la soute glaciale d'un avion de transport CE-130, les genoux pressés contre une caisse de rations de combat. Le bourdonnement des moteurs me faisait claquer des dents. J'ai ouvert mon téléphone. Le visage de Luc a rempli l'écran. C'était un selfie posté 40 minutes plus tôt. Son uniforme de police était impeccablement repassé, les épinglettes du col brillaient. Ses cheveux étaient lissés en arrière avec du gel de supermarché, et ce sourire préfabriqué s'étirait largement sur sa mâchoire. La légende disait, une discipline de fer fait l'homme. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Il prêchait l'autodiscipline en arborant un insigne que je lui avais racheté. Un insigne sauvé avec l'argent gagné dans une zone de combat, alors que des sutures toutes fraîches maintenaient mon bras en un seul morceau. Il paradait avec une autorité entièrement construite sur le nettoyage d'urgence que sa grande sœur avait effectué, à 3 heures du matin, depuis une baie médicale dans une zone de guerre. Pas un seul mot de remerciement, pas un message privé, pas même un texto qui disait « Je suis désolé ». Il avait pris tous mes sacrifices, les avait blanchis à travers son ego, et les avait présentés au monde comme la preuve de son propre caractère. J'ai fixé cet écran avec les yeux froids et vides d'un tireur d'élite derrière sa lunette. Pas de rage, aucune impulsion d'envoyer une réponse en colère, ni de message vocal larmoyant. J'ai appuyé sur le bouton de verrouillage, j'ai glissé le téléphone dans la poche de mon gilet pare-balles, et j'en ai fermé la fermeture éclair. L'ingratitude de Luc venait de planter une énième lame dans un lien de sang, qui était déjà fracturé au-delà de toute réparation. Mais cette lame a également eu un autre effet. Elle m'a affûté. Elle a aiguisé un tranchant glacial, à l'intérieur de mon esprit, qui n'était pas là auparavant. J'ai commencé à catégoriser mon propre frère, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, l'adolescent que j'avais conduit à son bal de promo, comme une cible hostile potentielle. Quelqu'un à surveiller, à contrôler, et à contenir. J'ai compris, assise dans cette soute glaciale, avec le bruit des moteurs noyant tout autre son, que la gentillesse, dans la famille Lawson, n'était qu'une ressource naturelle. Une ressource exploitée à l'extrême, sans pitié ni remords. Et le parasitisme ne s'arrêtait pas à Luc. Talia, la plus jeune. La diplomate choyée en formation, celle que ma mère présentait lors des soirées comme « ma fille brillante ». Elle m'a saigné à blanc à l'instant même où j'étais sur le point de ne jamais rentrer chez moi. Elle a appelé dans un état d'hystérie, sanglotant et haletant entre chaque mot. Sa thèse pour l'Académie diplomatique, le seul et unique document qui déterminait si elle obtiendrait son diplôme ou si elle serait recalée, devait être rendu dans 72 heures, et elle n'en avait pas écrit une seule page. Lorsque cet appel est arrivé, j'étais confiné dans un bunker renforcé, sur une base d'opérations avancée. Je me remettais de blessures causées par des éclats d'obus, qui m'avaient déchiré l'épaule droite lors d'une patrouille 2 jours plus tôt. La base était en pause après une semaine d'opérations continues. Aucune mission n'était en cours, mais nous nous trouvions au cœur d'un territoire hostile, et des tirs indirects frappaient encore le périmètre toutes les quelques heures. Chaque impact lointain faisait tomber de la poussière des poutres du plafond. La sirène d'alerte tournait en boucle, à une fréquence conçue pour pousser quiconque se trouvant à portée de voix à chercher un abri. Talia ne l'a pas entendue, ou alors elle l'a entendue, mais a décidé que ce n'était pas pertinent face à son problème. Elle avait besoin que j'écrive sa thèse. Elle en avait besoin tout de suite. Et elle avait besoin que ce soit parfait. Le fait que sa sœur aînée se remettait d'une blessure de guerre, dans un bunker, au milieu d'une zone de combat, ne lui est pas apparu comme un facteur digne d'intérêt. J'ai enroulé un bandage compressif neuf, bien serré, autour de la blessure causée par l'éclat d'obus sur mon épaule droite, afin de la stabiliser. Sous la lumière crue d'un ordinateur portable de terrain cabossé, branché sur un générateur portatif, je suis resté éveillé pendant 36 heures d'affilée. Un bras immobilisé dans une écharpe, l'autre martelant le clavier, en marquant de longues pauses pour laisser la douleur s'apaiser. J'ai extrait chaque élément d'analyse stratégique concrète auquel je pouvais légalement faire référence, études de cas en libre accès, manuels de doctrine militaire publiés, cadres opérationnels déclassifiés que j'avais intériorisés au fil d'années de travail sur le terrain.
Et j'ai forgé la thèse de Thalia, pour en faire un document qui ferait pleurer ses professeurs d'admiration. Chaque phrase m'a coûté des gouttes de sueur, qui roulaient de mon front jusque sur l'écran fissuré. Chaque paragraphe pulsait au rythme du battement sourd et brûlant d'une blessure ouverte, qui aurait dû se reposer dans un établissement stérile, et non être adossé contre un mur de sacs de sable. Tout cela pour que ma petite sœur puisse obtenir un diplôme, pour lequel elle n'avait pas travaillé une seule nuit. Le retour sur investissement, de ces 3 nuits passées à danser au bord de la housse mortuaire, fut une cérémonie de remise de diplôme, dans l'une des écoles de politique étrangère les plus prestigieuses du pays. Thalia se tenait sur scène, dans une toge et une toque sur mesure, serrant contre elle un étui à diplôme en cuir. Elle a prononcé un discours sur la persévérance, sur le fait de ne jamais capituler face à l'adversité, et sur le feu intérieur qui sépare les gens ordinaires des gens extraordinaires. En bas, dans la section VIP, ma mère était assise. Elle se tamponnait les yeux avec un mouchoir en soie, irradiant de fierté comme une véritable fournaise. Personne dans cet auditorium ne savait que chaque mot de cette thèse avait été tapé par un officier blessé, dans un bunker à 6000 km de là. J'ai découvert plus tard que son professeur avait qualifié la thèse de l'analyse stratégique la plus originale qu'il ait examinée, en 20 ans d'enseignement. Le nom d'Elisa Lawson n'apparaissait pas dans les remerciements. Il n'apparaissait pas dans la dédicace. Il n'a jamais été prononcé depuis ce pupitre. Ma sueur, mon sang, mes nuits blanches, ma vie mise en danger. Tout cela avait été pillé, puis rebaptisé comme étant le triomphe personnel de Thalia. Le coup de grâce est arrivé quelques semaines plus tard. Une photo de remise de diplôme, au format portrait, dans un cadre à la feuille d'or, accrochée en plein centre du mur du salon. Thalia rayonnante, ma mère éblouissante, et Luc arborant un large sourire, le bras autour d'elle deux. 3 Lawson encadrés d'or, les visages illuminés, les dents éclatantes. Je me tenais dans l'ombre du couloir, fixant cette photo, et quelque chose est monté au fond de ma gorge. Ce n'était ni du chagrin, ni de la colère. C'était une prise de conscience, claire comme de l'eau de roche. Cette famille m'avait attribué un rôle, et ce rôle était celui de moteur invisible. Je générais la puissance. J'absorbais les coups. Je produisais les résultats. Et ensuite, on me retirait du cadre, pour que l'image paraisse propre et parfaite. Il ne voulait pas d'une fille. Il voulait une machine, capable de saigner de l'argent et d'écrire des chefs-d'œuvre, sans jamais demander à être vue. Quand votre propre sang se retourne contre vous, soit vous volez en éclats, soit vous trouvez un autre socle sur lequel vous tenir. Le mien a été bâti à partir de cuir de bottes, d'huile pour fusil, et d'une loyauté qui n'a pas besoin de nom de famille pour exister. Ce souvenir m'a ramené à la nuit où j'ai prêté serment devant le général Vance. Il se tenait à l'avant de la formation, 1,90 m, une mâchoire d'acier, et des yeux qui avaient regardé des hommes mourir, avant d'ordonner l'assaut suivant sans sourciller. Il a demandé qui était prêt à marcher droit dans la gueule ouverte de la mort, sans regarder en arrière. Je me suis avancé. Ma voix n'a pas tremblé. Je suis là, monsieur. Envoyez-moi. À partir de cette nuit-là, j'ai eu le lieutenant et une équipe d'opérateurs qui auraient jeté leur propre corps entre moi et les tirs ennemis, sans l'ombre d'une hésitation. Nous ne partagions pas une goutte de sang. Nous ne partagions pas de nom de famille. Nous ne partagions ni dîner de fête, ni gâteau d'anniversaire. Mais notre sang s'était mélangé sur le sable brûlant plus de fois que je ne pourrais le compter. Un sang versé volontairement, pour la personne qui se tenait à côté de nous. C'était une alliance qu'aucune photo, même dans un cadre doré, ne pourrait jamais reproduire. Une loyauté qu'aucun portrait de famille mis en scène ne pourrait contrefaire. Après une embuscade, qui a tué 3 de nos opérateurs dans une vallée que je ne suis toujours pas autorisé à nommer, le général Vance s'est approché de moi. J'étais assise sur une barrière en béton, tremblante. Pas de froid. Mais de ce genre de choc, qui survient lorsque vous regardez 3 personnes avec qui vous avez servi, avec qui vous vous êtes entraîné et que vous avez aimé, se faire déchiqueter en moins de 90 secondes. Vance a pressé fermement sa main sur mon épaule, assez fort pour arrêter mes tremblements. Il a approché son visage, suffisamment près pour que je sente l'odeur de poussière et de café dans son haleine. Il a broyé chaque mot entre ses dents, comme s'il mâchait du gravier. Elisa, souviens-toi de ça pour le reste de ta vie. Les balles les plus dangereuses, celles qui te tueront vraiment, ne proviennent jamais de la position ennemie. Elles viennent des gens qui sont assis en face de toi, à la table de ton propre dîner de famille. Je l'ai entendu. Je l'ai enregistré. Mais je ne l'ai pas compris.
Pas entièrement. J'étais encore assez jeune pour croire que les pires menaces portaient des uniformes ennemis, et maniaient des armes étrangères. Il a fallu des années. Des années à traîner mon corps brisé jusqu'à la maison, à regarder ma famille sourire pendant qu'ils me faisaient les poches, avant que l'avertissement de Vance ne détonne dans ma poitrine, avec toute sa force dévastatrice. Je me tenais seul devant le miroir de la salle de bain, sans chemise. Mes doigts se déplaçaient lentement sur les cicatrices noueuses et décolorées, sculptées sur ma poitrine, mes épaules et mes bras. Elles avaient été causées par des éclats d'obus incrustés trop profondément pour permettre une ablation chirurgicale propre. Sur le terrain, chacune de ces cicatrices était une décoration. Un registre de courage, la preuve que j'avais placé mon corps entre le danger et les personnes que j'avais juré de protéger. Mais, à l'intérieur de la maison de ma mère, ces mêmes cicatrices devenaient quelque chose de répugnant. Il suffisait qu'elle aperçoive la peau déchirée le long de ma clavicule, pour que son visage se crispe. Elle détournait le regard, de la même manière que l'on détourne les yeux d'un cadavre d'animal sur la route. Elle ne voulait pas d'un officier blessé debout à côté d'elle lors d'un brunch. Elle voulait une fille qui présentait bien sur les photos, qui portait des vêtements de créateur, et qui souriait, sans jamais montrer la moindre preuve que la vie l'avait égratignée. J'ai pris une longue inspiration, et j'ai arrêté de les défendre dans ma propre tête. J'ai arrêté d'inventer des excuses pour justifier leur cruauté. J'ai érigé le premier mur d'acier dans mon esprit. J'ai colmaté chaque faille émotionnelle, et j'ai verrouillé chaque vulnérabilité derrière des barrières anti-explosion. Ma vraie famille et les personnes qui avaient réellement leur place dans ma vie portaient des vêtements de camouflage, maniaient des fusils, et dormaient dans la boue à côté de moi sans jamais se plaindre. Ce n'était pas se draper de soie, tenant des verres de vin, et dispensant des leçons de morale depuis le confort de meubles que j'avais moi-même payé. Cette froide prise de conscience a consumé les toutes dernières traces de la fille blessée en moi. Je suis devenu un officier, sans aucun flanc exposé. J'ai blindé mon cœur et j'en ai soudé les jointures. Je me préparais à absorber, sans jamais me briser, n'importe quelle trahison à venir de la part de ces gens qui partageaient mon nom de famille. Pas une seule fois. Plus jamais. Leur appétit pour mes sacrifices était sans fond. Ma mère s'est effondrée. Un arrêt cardiaque massif, un rythme cardiaque s'effondrant vers zéro. La compagnie d'assurance a examiné sa police, a trouvé une faille liée à une condition préexistante, et a refusé de couvrir l'opération chirurgicale d'urgence. Luc a appelé le premier. La voix brisée, il marmonnait des histoires de cartes de crédit plafonnées. Talia a appelé en second. Elle pleurait au téléphone, se plaignant de ses mensualités qu'elle ne pouvait pas reporter. Tous les deux, le policier et la diplomate, les deux piliers de l'excellence de la famille Lawson, se sont effondrés, devenant des enfants pleurnichards et parfaitement inutiles. À l'instant même où une vraie crise leur est tombée sur les bras. Ils étaient incapables de fournir la compte exigée par le chirurgien cardiaque, avant même qu'ils n'acceptent de se laver les mains pour opérer. La survie de ma mère se mesurait désormais en minutes. Et la seule personne qu'ils ont pensé à appeler, c'était la profiteuse au chômage, qu'ils avaient passé des années à moquer lors des dîners, et à effacer des photos de famille. Je ne les ai pas rappelés pour poser des questions. Je n'ai pas négocié. Je ne leur ai pas fait de discours, sur ces années de sacrifice qu'ils avaient si commodément oubliées. Je me suis assise dans mes quartiers sur la base, portant toujours le même uniforme que je portais depuis 72 heures consécutives. Ma main gauche était encore enveloppée dans un bandage compressif, suite à une entorse du poignet subie lors d'une insertion tactique la nuit précédente. 30 secondes. C'est le temps que ça a pris. J'ai sorti mon téléphone personnel, j'ai déverrouillé l'écran, et j'ai envoyé chaque euro de ma prime de combat obtenue lors de l'opération la plus meurtrière à laquelle j'avais survécu cette année-là directement au service de facturation de l'hôpital. J'ai arraché ma mère du bord de la mort, de la même manière que je tirerais un opérateur blessé hors d'une zone d'abattage. Rapide, silencieux, aucun mouvement superflu. Pas de plainte, aucune demande de reconnaissance, et aucun reçu conservé pour le brandir au visage de quelqu'un plus tard. Je l'ai fait parce que quelque chose dans ma poitrine, quelque chose de petit, d'obstiné et probablement de stupide, croyait encore que j'avais un devoir envers la femme qui m'avait mis au monde. La mission est accomplie quand la cible respire. Tout le reste n'est que du bruit. Le jour où ma mère a reçu son congé, je me tenais seul, à l'extérieur de sa chambre d'hôpital. Le couloir était glacial. À travers la porte vitrée, je l'ai regardé enrouler ses bras autour du cou de Luc. Des larmes coulaient sur son visage fin et épuisé. Elle l'a remercié en sanglotant, la voix brisée, d'avoir
couru dans toute la ville, tiré toutes les ficelles, et de s'être assuré que tout soit pris en charge. Elle n'avait aucune idée que l'argent provenait d'un compte militaire de combat, financé par des déploiements qui avaient failli tuer sa fille aînée. Une semaine plus tard, ma mère a engagé un photographe professionnel. Un nouveau portrait, dans un cadre doré massif, fut accroché au mur au centre du salon, juste au-dessus de la cheminée. Seulement elle et son précieux fils, dans son uniforme de cérémonie de la police. Elle a réuni tous les parents disponibles, et a annoncé, d'une voix résonnant de conviction, que Luc était, le roc de cette famille, celui qui lui avait donné une seconde vie. Ce mensonge est sorti de sa bouche d'une manière aussi fluide et naturelle que la respiration. Luc se tenait à côté du portrait, les bras croisés, le menton relevé. Il absorbait l'adoration de l'assemblée comme s'il s'agissait de la lumière du soleil. Il n'avait pas transféré un seul euro. Il n'avait pas passé un seul appel téléphonique à l'hôpital. Il n'avait rien fait, à part se pointer une fois la crise terminée, pour s'en approprier tout le mérite. Je suis resté figé devant ce portrait au cadre doré, et j'ai senti le centre de ma poitrine s'effondrer vers l'intérieur. Une cavité noire s'est ouverte, à l'endroit même où se trouvait autrefois quelque chose de vital. Un officier de renseignement peut garder les mains stables, alors qu'une bombe artisanale explose à 10 mètres de distance. Mais elle peut être vidée de ses entrailles en une demi-seconde, par l'impudeur de sa propre mère. L'argent que j'avais gagné, en risquant ma vie dans une fusillade, avait été retiré de mon dossier, puis agrafé sur la poitrine d'un homme qui n'avait rien contribué. J'ai pressé mon poing avec force contre la couture de mon pantalon. Mes ongles se sont enfoncés dans la chair de mes paumes. De plus en plus profondément, de plus en plus fort, jusqu'à ce que le sang perle et coule entre mes doigts. En regardant le sourire satisfait de Luc, rayonnant depuis l'intérieur de ce cadre doré, j'ai prononcé le verdict. À l'intérieur de mon propre crâne, j'ai déclaré que l'amour maternel, dans cette maison, était cliniquement mort. Électrocardiogramme plat. Pas de pouls, aucune chance de réanimation. Ce qu'il restait à l'intérieur de ma cage thoracique, c'était un tas de cendres froides, qui ne se rallumerait jamais. L'événement, qui a poussé chaque fil restant au-delà de son point de rupture, fut le dîner d'anniversaire de mon père. Luc, dont l'ego était gonflé à bloc après des mois de mérites volés et d'éloges préfabriqués, a soulevé son verre de bière. Il l'a braqué de l'autre côté de la table, droit vers mon visage, comme le canon d'une arme, et s'est lâché. Alors, comment se passe le chômage, grande sœur? Tu es toujours penché sur ce vieil ordinateur portable cabossé, à faire semblant de travailler? Ou bien vivre au crochet de la famille est une sorte de mission gouvernementale top secrète que tu diriges? Chaque syllabe a claqué à travers la table comme un coup de fouet. Il utilisait mon silence forcé, un silence imposé par un contrat fédéral classifié comme munition, pour faire de moi le divertissement de la soirée. Il écrasait son talon sur ce même insigne, que je lui avais racheté à 3 heures du matin, depuis une baie médicale à l'étranger. Il crachait sur chaque euro que j'avais envoyé depuis une zone de combat, pour faire repartir le cœur de sa mère. La table a explosé de rire. Tante, oncle, cousin, ils se sont acharnés sans la moindre hésitation, chacun impatient d'ajouter sa propre voix au cœur des moqueries. Mais le coup qui a frappé le plus fort est venu de mon père. Il a tendu le bras au-dessus de la table, a attrapé une épaisse tranche de roast-beef avec sa fourchette de service, l'a placée délicatement sur l'assiette de Luc, puis a détourné le visage. Il ne m'a pas regardé. Il n'a même pas reconnu ma présence, alors que j'étais assise à 1 mètre de lui, lors de son propre dîner d'anniversaire. Ce fut un geste si petit, et pourtant si absolu, qu'il disait tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Ma mère a souri d'un air suffisant et a tourné la tête dans l'autre direction, ne faisant aucun effort pour dissimuler le mépris, qui émanait d'elle comme la chaleur d'un bloc moteur. Marcus et Talia ont levé leur flûte de champagne, dans un toast silencieux à la performance de Luc. Personne à cette table, une table pourtant financée par l'argent que j'avais gagné, dans des endroits qu'aucun d'entre eux ne pourrait situer sur une carte, n'a prononcé un seul mot pour me défendre. J'ai déplié mes doigts. Lentement, délibérément, j'ai pris ma fourchette en argent, je l'ai maintenue au-dessus de l'assiette en porcelaine pendant 1 seconde, et je l'ai posée. Le cliquetis métallique a résonné dans la salle à manger, comme le bruit d'une balle que l'on chambre dans un fusil. Les rires ont trébuché. Dans le silence qui a suivi ce bruit, chaque milligramme de compassion que j'avais accumulé pour ces gens s'est évaporé. Proprement, totalement. Il n'en restait pas une seule molécule. L'agente surentraînée en moi s'est levée, et a avalé la fille blessée tout entière.
Une contre-campagne s'est mise en place dans mon esprit. Pas un éclat de colère, pas une confrontation hurlante. Mais une opération détaillée, phase par phase, calculée de manière impitoyable, et conçue pour démanteler l'infrastructure parasitaire de cette famille. Une opération destinée à laisser leur forteresse d'arrogance en ruine, de façon permanente. J'ai levé les yeux, et je les ai verrouillés sur Luc, avec le regard vide et insondable d'une lunette de visée se fixant au centre de sa cible. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas élevé la voix d'un seul décibel. J'ai simplement relevé le coin de ma bouche, en un sourire si fin et si glacial, que le rictus de Luc a vacillé pendant une demi-seconde, avant qu'il ne se reprenne. Ce sourire portait en lui plus de destruction qu'une centaine d'insultes hurlées. L'opération était lancée. Le compte à rebours avait démarré. Chaque personne levant un verre à cette table, était assise sur un engin explosif qu'ils ne pouvaient ni voir, ni entendre, et encore moins désamorcer. Et aucun d'entre eux n'avait l'habilitation nécessaire pour savoir ce qui allait se passer. Si vous avez déjà dû forcer un sourire pendant que votre propre famille vous piétinait, un petit j'aime me permettra de savoir que je ne suis pas seul. Si vous avez besoin d'un espace sûr pour partager votre histoire, les commentaires sont toujours ouverts. Parce qu'à partir de cette seconde, nous commençons à rendre les coups. La dernière munition a atterri sur mon bureau il y a 3 semaines. Tout a commencé par une erreur administrative de la part d'une entreprise de restauration. Un email mal adressé a atterri dans ma boîte de réception personnelle. Une pièce jointe contenant la liste définitive des invités, pour la fête célébrant la promotion de Marcus. Je l'ai ouverte, et j'ai scanné les noms, de la même manière que je scannerais le dossier d'une cible lors d'un briefing pré-mission. 41 entrées. Des anciens élèves de l'Académie navale, le réseau du country club de ma mère, des associés en affaires, et des politiciens locaux. J'ai glissé mon doigt le long de la colonne, et je me suis arrêté. Mon nom, Elisa Lawson, avait été rayé d'une ligne simple et nette. Ma mère m'avait effacé de la liste des invités, avec la même efficacité clinique qu'un agent de liaison utilise pour « brûler » une source compromise. Je n'ai pas envoyé de réponse. Je n'ai appelé personne. Je suis retourné au logement des officiers sur la base, j'ai claqué la porte renforcée, et j'ai enclenché le double verrou en acier. J'ai tiré les rideaux occultants sur chaque fenêtre, scellant la pièce dans une obscurité totale. Je me suis versé un verre d'eau. Pas de glaçons, pas de confort, juste de l'hydratation. Et je me suis assise devant ma station de travail cryptée. La seule lumière dans la pièce était la froide lueur bleue des écrans. Elle projetait des ombres pâles sur un visage, qui avait cessé de feindre la moindre émotion depuis des heures. J'ai laissé chaque trace de la fille blessée, de l'autre côté de cette porte verrouillée. À l'intérieur de cette pièce, j'étais l'officier de renseignement. Et cet officier de renseignement était sur le point de mener une reconnaissance approfondie des vulnérabilités de l'ennemi. J'ai ouvert le rapport d'audit de sécurité, qui avait été déposé sur mon bureau ce matin-là. Un tampon à l'encre rouge barrait la couverture, top secret. À l'intérieur, se trouvait une évaluation complète de l'infrastructure de sécurité des communications, assignée à l'unité de combat naval. Celle dont Marcus devait prendre le commandement, dans le courant du mois. Page après page, des vulnérabilités critiques étaient documentées, avec des détails techniques impitoyables. Failles de cryptage. Échec d'authentification. Canaux de données non sécurisés, pouvant être exploités par n'importe quel adversaire doté de capacités modérées. Les certifications de sécurité des communications, dont chaque unité avait impérativement besoin avant de pouvoir se déployer sur le plan opérationnel. Ces certifications nécessitaient mon examen, et ma signature. L'intégralité du calendrier de déploiement de Marcus, chaque mission que son unité allait lancer. Chaque évaluation de l'état de préparation que son commandement subirait, dépendait des certifications de sécurité qui passaient sur mon bureau. Un seul examen retardé, une seule certification refusée, et la brillante carrière militaire du gendre en or de ma mère s'arrêterait net. Son navire resterait bloqué au port indéfiniment, pendant que la paperasse s'accumulerait dans ma file d'attente. Au cours des 3 dernières semaines, je suis resté assise dans l'obscurité, tenant entre mes mains les rouages mécaniques de leur réalité concrète. Ils contrôlaient la surface. Ils pouvaient mettre en scène des photos, fabriquer des légendes, et accumuler les applaudissements numériques d'étrangers, qui ne feraient jamais la différence. Mais je contrôlais la machinerie en dessous. Je contrôlais si leur monde continuait de tourner, ou s'il se bloquait et prenait feu.
Je contrôlais quelles unités recevaient leur certification de sécurité à temps, et quelles unités devaient attendre. Une seule signature retardée de mon bureau pouvait geler tout le calendrier de déploiement d'une unité entière. Chaque mensonge, chaque vol, chaque acte d'effacement commis par cette famille, était une dette qui avait accumulé des intérêts en silence. Et moi, j'étais la banque. J'étais assise derrière la porte de la chambre forte, la main sur le levier, à les regarder dépenser du temps emprunté comme si c'était de l'argent gratuit. Ils creusaient leur propre tombe avec leurs ongles manucurés, souriant pour la caméra. Ils n'avaient aucune idée que le sol, sous leurs talons de créateurs, sonnait déjà creux. Mais s'infiltrer dans une fonction militaire n'est pas difficile, lorsque vous portez les mêmes accréditations que l'invité d'honneur. Le soir de la fête, j'ai montré ma carte d'identité militaire à l'entrée. L'agent de sécurité a jeté un coup d'œil au grade sur la carte, a regardé mon visage, a hésité, puis s'est écarté. Avant d'entrer, j'ai enregistré ma position dans le système de suivi des officiers de la base. C'est le protocole standard, pour tout officier de renseignement possédant mon niveau d'habilitation. Ensuite, j'ai pris place dans le coin le plus sombre de la pièce. La chronologie des événements est revenue brutalement au présent, comme un élastique tendu à l'extrême qu'on viendrait de relâcher. L'écho de Hay, hurlant dans sa radio tactique, faisait encore trembler les lustres en cristal. Sans attendre la réponse du commandement, il s'est mis en mouvement. Il a filé à toute vitesse devant chaque rangée d'invités. Hommes et femmes étaient figés en pleine gorgée, le champagne débordant des rebords en cristal, qu'ils avaient oublié tenir. Les semelles renforcées d'acier de ses bottes tactiques claquaient contre le parquet, selon une cadence qui frappait la poitrine de chaque civil présent dans cette salle. Des invités en robe de soirée et en costume cintré se plaquaient contre les murs. Ils trébuchaient sur les chaises, se tirant mutuellement hors du chemin de quelque chose qu'ils n'avaient vu que sur des écrans de télévision. L'intensité réelle, physique et viscérale, d'un officier des opérations spéciales se déplaçant sous l'urgence du combat. Elle s'est arrêtée à très exactement 1 mètre de ma position. La distance réglementaire, précise. Pas 1 centimètre d'écart. Ses talons ont claqué l'un contre l'autre. Sa colonne vertébrale s'est redressée à la verticale. Sa main droite s'est levée dans un salut militaire net et tranchant. Commandant Lawson. Mes sincères excuses pour cette interruption. Madame. Alerte Redcon 1. La base d'opération avancée 4 a subi un assaut ennemi coordonné. De multiples victimes sont signalées. Les forces hostiles ont brouillé nos réseaux de communication à distance. Nous avons besoin de votre présence physique au centre d'opération. Afin d'autoriser le plan de riposte d'urgence. L'autorité de commandement alternative est indisponible. Dans l'attente de vos ordres, madame. Chaque mot a explosé dans l'air, éclairé par la lumière du lustre. Sa voix, forgée dans des environnements où l'hésitation se traduisait par des housses mortuaires, a cisaillé l'atmosphère dorée de la pièce, et l'a laissée en lambeaux. La femme, qui venait d'être publiquement reniée et traitée de parasite sans valeur, était maintenant interpellée comme étant l'autorité suprême du renseignement, pour des opérations militaires actives, par l'un des opérateurs de combat les plus élitistes de la planète. L'argenterie s'est entrechoquée dans une cascade de panique. 37 invités m'ont dévisagé, avec des expressions qui appartenaient à un couloir d'hôpital, et non à un cocktail. Ma mère restait figée, cimentée à l'estrade. Le fond de teint hors de prix, appliqué sur son visage, s'est vidé de ses couleurs, prenant la teinte du papier journal mouillé. Sa peau s'est plissée et affaissée, comme si l'échafaudage qui la soutenait venait d'être arraché. L'illusion minutieusement entretenue, qu'elle avait mis des décennies à construire le récit sur la famille parfaite, et sa fille inutile, venait d'être percutée par le train de marchandises de la réalité opérationnelle, lancé à pleine vitesse. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. La fille, qu'elle venait tout juste d'effacer devant ses contacts sociaux les plus importants, était en réalité un officier supérieur du renseignement militaire, dont l'autorité venait de convoquer l'un des opérateurs les plus prestigieux des forces armées dans cette pièce. La réaction qui importait le plus est venue de Marcus, le joyau de la couronne de ma mère. La fierté de la lignée Lawson. L'homme que Talia avait épousé, précisément parce que son grade et son uniforme reflétaient la gloire sur tous ceux qui se tenaient près de lui. Il s'est levé de derrière la table d'honneur. La posture confiante qu'il projetait depuis le début de la soirée s'est effondrée, laissant place à une formalité rigide. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux se sont écarquillés. On y lisait la réalisation indubitable d'un homme qui venait de comprendre que la personne qu'il avait méprisée,
détenait l'autorité opérationnelle dont dépendait toute sa carrière. Chaque trace de son aisance polie avait été balayée. Il s'est redressé de toute sa hauteur. Il a bombé le torse, dans le réflexe instinctif d'un officier militaire confronté à une réalité opérationnelle, et a pris la parole, d'une voix totalement vidée de sa chaleur initiale. « Madame, je ne réalisais pas que vous serviez dans une capacité opérationnelle. Madame, c'est un honneur inattendu. » Les mots sont sortis raides et prudents. Ils ont été choisis avec la précision d'un homme qui venait de comprendre que les certifications de sécurité dont son unité avait besoin pour se déployer passaient sur le bureau de cette même femme que sa famille avait publiquement humiliée toute la soirée. J'ai placé mes 2 mains sur les accoudoirs de ma chaise, et je me suis levé. Je n'étais pas grande. Je n'avais ni épaules larges, ni carrure imposante. Mais l'autorité silencieuse qui irradiait de moi, celle d'un officier de renseignement ayant passé plus d'une décennie à prendre des décisions déterminant le succès ou l'échec des opérations, a forcé chaque personne à portée de bras à faire un pas involontaire en arrière. J'ai balayé la pièce du regard, à la vitesse d'une lame glissant sur la peau. Je me suis arrêté sur le visage ravagé de ma mère. Je l'ai fixé pendant 2 pleines secondes. Puis, j'ai posé les yeux sur Marcus, toujours enfermé dans sa posture rigide. Je lui ai répondu avec une voix qui appartenait à un continent de glace. De même, commandant. L'air de la pièce s'est tordu. La véritable autorité n'a pas besoin de volume. Elle a simplement besoin de se tenir droite, et de laisser chaque chose falsifiée dans la pièce s'effondrer sous son propre poids. Talia a jailli de la table dans un sprint trébuchant et désespéré. Le talon aiguille de sa chaussure s'est pris dans l'ourlet de sa robe Dior, déchirant le tissu. Son maquillage se désintégrait sous des nappes de sueur froide. Elle a attrapé le bras de Marcus de ses 2 mains, griffant sa manche. « Marcus, qu'est-ce que tu fous ? Elle n'est personne. C'est une pique-assiette. » Marcus a dégagé son bras et a reculé. Ses yeux étaient toujours fixés sur moi, avec la concentration rigide d'un officier militaire, recalculant chaque supposition qu'il avait faite au cours des 3 dernières années. Il n'a pas regardé Talia. Il n'a pas prêté attention à son accès de colère. Son esprit résolvait la même équation que le mien avait déjà déchiffrée, chaque certification de sécurité, chaque autorisation de déploiement, chaque évaluation opérationnelle dont son unité aurait un jour besoin, portait désormais le poids invisible de ce moment précis. Sur l'estrade, la bouche de ma mère bougeait par petits spasmes désespérés. Ses lèvres gercées s'entr'ouvraient, se fermaient, et s'entr'ouvraient à nouveau. Elle cherchait un mot, une phrase, une excuse. N'importe quel fragment de langage, qui pourrait colmater le trou béant qui venait d'être soufflé au centre de sa réalité. Rien n'est venu. Ses cordes vocales s'étaient bloquées, sous la pression d'une vérité si colossale, qu'elle ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle comprenait, de manière pleine et irréversible, que la moindre syllabe qu'elle prononcerait maintenant, ne ferait qu'aggraver la catastrophe. La couronne qu'elle portait depuis des décennies et l'identité d'une femme qui savait lequel de ses enfants avait de la valeur, et lequel n'en avait pas avait été arraché de sa tête. Elle s'était fracassée contre le sol en marbre, ne laissant rien d'autre que la réalité exposée et tremblante d'une manipulatrice, qui venait de manquer de munitions. J'ai tourné les yeux vers Luc. Ce flic au torse bombé, qui gloussait dans sa bière à mes dépens 15 minutes plus tôt, avait physiquement rétréci. Il avait rentré ses épaules, se repliant dans sa veste de costume, comme un enfant essayant de se cacher dans un manteau. Ses mains étaient nouées sur ses genoux, les jointures blanches, les doigts tremblants. Ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient brillé d'un amusement cruel pendant que la table se moquait de moi, passaient maintenant de visage en visage, cherchant désespérément la moindre expression de sympathie. Il n'en a trouvé aucune. Pas un seul membre de la famille n'a bougé. Pas un seul ami de la famille n'a ouvert la bouche. La moitié des invités avaient sorti leur téléphone pour filmer. D'autres se sont regroupés près de la sortie au fond, chuchotant avec urgence entre eux. Quelques-uns restaient figés sur leurs chaises. Le champagne oublié, ils ne savaient pas s'ils devaient rester ou s'enfuir. L'oncle, qui avait ri le plus fort à la blague de Luc sur mon chômage, fixait ses chaussures, comme un homme essayant de mémoriser le grain du cuir. La cousine, qui avait trinqué avec ma mère pendant le toast, pressait sa serviette contre ses lèvres, et ne disait mot. Mais le silence qui comptait vraiment, le silence des personnes qui avaient joyeusement participé à mon exécution publique 5 minutes auparavant, ce silence-là était la capitulation la plus totale et la plus humiliante que l'on puisse imaginer. Une capitulation inconditionnelle et absolue, face à une catégorie de réalité qu'ils n'avaient jamais rencontrée, jamais imaginée,
et qu'ils ne parviendraient jamais à comprendre de toute leur vie. Je me tenais au-dessus des ruines de cette famille, et je n'ai pas tiré la moindre insulte. Je n'ai exigé aucune excuse. La punition la plus brutale que vous puissiez infliger à des personnes accros à l'attention, c'est le retrait total et permanent de votre présence de leur vie. Je les ai effacés. De la même manière que l'on brosse une cendre morte sur le revers d'une veste. Un seul mouvement, aucune hésitation, aucune arrière-pensée. Je me suis tourné vers eux. Ramenez-moi au centre d'opération, tout de suite. Les mots sont sortis de manière nette et définitive. Ils portaient le poids d'une porte en acier que l'on verrouille de l'extérieur. Aucune émotion dans la fréquence de la voix, aucune fêlure dans la diction. Aucune trace de la fille qui, autrefois, ne désirait rien de plus que d'entendre sa mère prononcer son nom avec fierté. Affirmatif, commandant. Et a planté le talon de sa botte dans le sol, a fait demi-tour d'un geste sec, et a dégagé un chemin. J'ai avancé. De longues enjambées régulières, une cadence constante. J'ai fendu la foule stupéfaite et je me suis dirigé vers la porte, sans ajuster ma vitesse d'un seul pas. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas tourné la tête vers Luc ou Talia. Pas un seul regard en arrière n'était autorisé. Pas une seule larme n'a été autorisée à se former. J'ai laissé derrière moi un champ de décombres humains. Des gens qui avaient passé des années à me regarder de haut, depuis des piédestaux bâtis sur de l'argent volé et des accomplissements fabriqués de toutes pièces. Désormais forcés d'avaler cette prise de conscience, ils avaient toujours été ceux qui se trouvaient dans la position la plus basse de la pièce. Dehors, dans le couloir ouvert, l'air froid de la nuit s'est engouffré dans mes poumons, et a rempli chaque recoin de ma poitrine. La voix du général Vance s'est élevée dans mon esprit une dernière fois. Claire comme une cloche, frappée dans une cathédrale vide. L'ennemi qui te détruira partagera toujours ton propre sang. Mais sur cet échiquier, celui qui comptait réellement. Celui qui se jouait avec des habilitations de sécurité, des autorités opérationnelles, et le pouvoir institutionnel de faire avancer ou d'entraver des carrières, par le biais d'une seule certification. C'était moi qui avais prononcé l'échec et mat. Je leur avais retourné la même arme qu'ils avaient utilisée contre moi toute ma vie, le silence. Mais mon silence portait désormais la masse d'une étoile en effondrement. Il écrasait tout ce qu'il touchait. J'ai refermé la porte du passé. Et la serrure qui s'est enclenchée derrière moi était forgée dans un métal qui ne se plie pas, ne se corrode pas, et ne possède aucune clé. Ce silence n'appartenait pas à une femme battue, recroquevillée dans un coin sombre, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Il irradiait d'un officier supérieur du renseignement, qui venait d'exécuter une opération sans faille. Il ne laissait derrière lui que les restes carbonisés de chaque mensonge que cette famille avait proféré, et de chaque illusion qu'ils avaient vendue. J'ai aspiré l'air glacial de la nuit profondément dans ma poitrine, et je l'y ai retenu jusqu'à ce qu'il brûle. Le ciel s'étendait largement au-dessus de moi. Ouvert, infini, libre. L'hélicoptère militaire attendait déjà dans la clairière à l'extérieur du domaine. Ses rotors tournaient, ses feux de position fendant l'obscurité. J'avais libéré ma propre vie des chaînes corrodées d'un lien de sang. Un lien qui n'avait jamais servi qu'à me maintenir au sol, à me vider de mon sang, et à me garder invisible. Je me suis avancé, dans l'espace qui avait toujours été le mien. Si cette histoire vous a donné la force de couper les poids toxiques de votre vie, pensez à vous abonner. C'est un petit geste qui aide énormément cette chaîne. Nous serions honorés de lire votre propre parcours dans les commentaires.